Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et le face-à-face aujourd'hui, nous accueillons en studio Frédéric Rouvillois, essayiste, romancier et juriste français. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, monsieur Rouvillois, alors vous, évidemment, vous voulez compliquer la tâche du président Emmanuel Macron, qui est déjà confronté aux 12 travaux d'Hercule, et vous proposez, très intéressant, petit livre noir, Paris, aux éditions de la Nouvelle Librairie, La proportionnelle ou comment rendre la parole au peuple. Alors, on avait déjà parlé du référendum à plusieurs reprises, depuis les Gilets jaunes et bien avant, mais on sait très bien que depuis 2005, personne ne veut plus parler du référendum pour des raisons que l'on connaît et que l'on a déjà donné, mais vous dites, et pourquoi pas la proportionnelle? Est-ce que déjà, justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Français, au deuxième tour des législatives, ont joué les Monsieur Jourdain de la proportionnelle en faisant ça sans le savoir? C'est pas ce que vous préconisez, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas eu un rééquilibrage, là? Non, je crois que c'est un... qu'on n'en soit heureux ou pas, si vous voulez, mais c'est une sorte de miracle. C'est une chose qui, normalement, n'aurait pas dû arriver. Et ce qui caractérise les miracles, en général, c'est qu'ils se reproduisent pas, si vous voulez. C'est pas parce qu'on a 90 ou 89 députés d'un parti qui, jusqu'alors, était complètement ostracisé du fait du scrutin majoritaire, que la fois d'après, on va en avoir une centaine, ou on peut très bien revenir à beaucoup moins. Et vous avez bien vu, au sein même des instances dirigeantes du Rassemblement national, ça a été une espèce de surprise tout à fait... Enfin voilà, personne ne s'y attendait. Il y a un côté miraculeux, un côté totalement inattendu, et justement, l'un des intérêts de la proportionnelle... Alors, d'abord, avec la proportionnelle, vous savez que le Rassemblement national n'aurait pas eu 89 ou 10, mais sans doute 120 ou 130 députés. Oui, ça c'est le premier point. Mais justement, parlons de la proportionnelle. Alors, effectivement, ce que vous dites, d'ailleurs, vous rappelez que De Gaulle n'était pas hostile, non. Mais le problème de la proportionnelle, vous dites, écoutez, pourquoi, effectivement, on pourrait, je veux dire, théoriquement, comme on dit, vous avez raison, vous pouvez dire, après tout, le peuple est représenté, le peuple vote, que en fonction des pourcentages accordés à telle ou telle formation, à telle ou telle personne, eh ben, il est élu. Donc, vous êtes, vous, pour la proportionnelle intégrale, quelque part? Écoutez, moi, quand j'ai faisais mes études de droit, on m'expliquait que c'était abominable, que c'était une chose atroce, qui empêcherait totalement le système de fonctionner, etc., etc. Et j'ai gobé ça comme n'importe quel étudiant, si vous voulez, sans m'apercevoir que les arguments qu'on me donnait, c'est des arguments qui étaient valables au moment où ils ont été mis en place, c'est-à-dire sous la Troisième République, à une époque où le Parlement est effectivement l'organe dominant et où il faut nécessairement, pour le coup, avoir des majorités relativement stables. Mais que par contre, ces arguments n'étaient plus du tout recevables sous la Ve République, où, comme on le sait bien, là encore, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, c'est le président de la République qui est le centre du jeu. Et or, le président de la République, par définition, il n'est pas élu au scrutin proportionnel. Alors, justement, mais on a fait tout ça, la Ve République et le système de vote du général de Gaulle et Debré a été fait pour dire, écoutez, on ne peut pas rester avec la République des partis, avec ces majorités qui s'effeuillent au bout de 3 semaines, avec ces changements de gouvernement tous les 2 mois, c'est plus possible. Alors là, c'était le scrutin majoritaire, effectivement, c'était pas la proportionnelle, mais donc il faut faire quelque chose de serré, il faut faire que les vis soient absolument non seulement serrés, mais en place. Or, la proportionnelle, justement, là, je vais jouer l'avocat du diable majoritaire. Regardez l'exemple d'Israël. L'exemple d'Israël qui pratique la proportionnelle intégrale. Et on pourrait dire, c'est vrai, démocratiquement, c'est l'idéal. Sauf que, qui décide en Israël des majorités? C'est le petit parti religieux qui fait pencher les majorités. Et donc, pratiquement, c'est eux l'arbitre et ce sont eux les gouvernants. Alors, l'exemple d'Israël est effectivement un exemple extraordinairement intéressant et que nous renvoie à la figure à chaque fois les partisans, évidemment, du scrutin majoritaire. Sauf que c'est pas un argument pertinent pour... plusieurs raisons. D'abord, première raison, c'est que en fait, le scrutin proportionnel a été établi en Israël à l'origine, en 1948, lors de la fondation de l'État d'Israël, parce qu'il fallait que toutes les différentes communautés puissent être plus ou moins représentées et se sentir finalement présentes et représentées à la Knesset. Bon. Et la conséquence, c'est qu'on a mis un seuil de représentation qui, à l'époque, était incroyablement bas.
un seuil de 1%. Autrement dit, dès que vous aviez 1%, vous pouviez avoir des députés à la Knesset. Alors, le seuil a remonté un petit peu. Maintenant, il est à, je crois, 3,25. Ce qui a d'ailleurs fait hurler en Israël certains qui sont partisans de la proportionnelle, en expliquant que certains partis, notamment les partis arabes, ne pouvaient plus être représentés parce qu'ils ont moins de ce chiffre. Ouais. Mais voilà. D'abord, c'est un cas de figure très particulier à cause de ce seuil historiquement bas. Et deuxièmement, parce que c'est la Knesset qui est quand même l'organe dominant, si vous voulez. L'organe qui... c'est pas le président israélien qui c'est pas le président israélien qui n'a quasiment aucun pouvoir. Absolument. Et le Premier ministre dépend directement de la majorité ou des majorités qui vont se constituer à la Knesset. Alors, et donc le résultat, si vous voulez... c'est pas exemplaire de... Si vous voulez, au fond, le système israélien, ça nous rappelle un petit peu, à certains égards, le système français de la Troisième, où effectivement, c'est le Parlement qui gouverne. Si le Parlement, ou plutôt la Chambre des députés, n'est pas élu de manière à établir des majorités stables, on est un petit peu dans une situation difficile. Alors revenons à la France. Pour vous, revenons à la France, vous connaissez bien le système français, vous êtes professeur de droit, comment pourrait s'établir, sachant qu'il y a eu le système majoritaire aujourd'hui à 2 tours, etc., comment aujourd'hui vous seriez aux commandes, comment pourrait s'établir une proportionnelle à la française, disons ? Alors, tout d'abord, sur un plan purement technique, rien de plus simple, puisque ça n'est pas le mode de scrutin ne figure pas dans la Constitution, donc il suffit d'une simple loi. On n'a pas besoin de changer la Constitution. Non, il suffit d'une loi pour le faire. Bon, d'accord. Ça, c'est pas très difficile. Et ensuite, effectivement, il faut choisir quelque chose qui soit un petit peu adapté à la situation française, et donc il faut un seuil relativement pas trop bas, si vous voulez, un seuil de vous diriez quoi, vous ? Le seuil de 5%, 4 ou 5%. Alors, ça veut dire, pour être précis, ça veut dire qu'il y aurait pour avoir un siège de député, pour avoir des sièges de députés, il faudrait effectivement dépasser dans la circonscription donnée, par exemple régionale, le niveau de 5%. Voilà. Des inscrits. 5% des votants. 5% des votants. Des votants, oui, pas les inscrits. Des votants, les inscrits, ce serait autre chose. Ils ont eu 10%. Oui, non, évidemment, excusez-moi de... Donc, non, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir 5% des votants et plus pour être admissible. Voilà, exactement, c'est ça. D'accord. Mais bon, ça veut dire que... grosso modo, des partis qui représentent vraiment quelque chose, normalement, sont dépassés de bas. Surtout que, en fait, si vous voulez, quand on en discute là encore, à l'heure actuelle, on dit, vous voyez, tel parti, par exemple le Reconquête, n'aurait pas dépassé la barre des 4%. Ouais. Sauf que, évidemment, on ne vote pas de la même manière. Au présidentiel, quand on a d'une part, mais aussi quand on a un scrutin majoritaire et quand on a un scrutin proportionnel, si vous voulez. On va adapter finalement son choix, son vote à ça. C'est sûr. Et puis donc, les gens réagiront autrement et voteront autrement. Exactement, c'est ça. Sachant que ça produira tel résultat, ils se décideront autrement. Tout à fait. On se retrouve juste, Frédéric Rouvillois, avec une petite pause. Effectivement, pourquoi ne pas essayer la proportionnelle ? Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ils s'appellent Christophe Boutin et Frédéric Rouvillois. Ils veulent, les impudents, rendre la parole au peuple. Ça s'appelle la démocratie. Enfin, franchement, il ne faut pas exagérer. Ils ont déjà écrit ensemble la question des parrainages, et Dieu sait, vous le savez, auditeur du Sud Radio, on en a parlé, la levée de l'anonymat scandaleuse. Aujourd'hui, un livre sur la proportionnelle, et dans quelques mois, le référendum. Alors, justement, depuis déjà longtemps, on a entendu... Et vous le savez, depuis Gilbert Bécaud, que l'important, c'est la dose. Et on a parlé des doses de proportionnel. Hein. Donc, oui, on va instituer. C'est vrai, tout le monde se rend compte quand même qu'il n'est pas normal qu'un parti qui fasse 11 millions de voix et 10 députés à l'Assemblée, c'était le cas du Front National, et puis beaucoup d'autres. Enfin, je veux dire, que des gens qui ont un très 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 peu de pourcentage de voix se retrouvent avec 50 députés, etc., etc. Enfin bon, on connaît le secret du scrutin
scrutin majoritaire. Mais alors, la dose de proportionnel, ça a été très très avancé, je crois, Frédéric Ouvrillois. Oui, on a fait des petites recherches pour notre livre pour savoir à partir de quand cette idée un peu saugrenue était arrivée sur le marché. Comme d'habitude, c'est François Mitterrand qui va lancer la chose et qui va... Je crois que c'est dans une émission de télévision qui va inventer le verbe qui maintenant est systématiquement utilisé pour présenter la fameuse dose, pas celle du vaccin, mais celle de la proportionnelle. C'est instillé, autrement dit, diffusé au goutte par goutte. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi goutte par goutte, alors que on sait très bien que en réalité il n'y a pas de problème avec la proportionnelle. Voilà, parce qu'on ne veut pas en réalité remettre en cause aller trop loin, remettre en cause les équilibres et surtout les avantages de certains grands partis qui bénéficient évidemment puis l'argent qui touche avec chaque électeur, Et donc instiller une dose proportionnelle, ce serait le moyen inventé par certains pour une espèce d'alibi quoi. On vous donne 5 députés, et puis voilà, vous serez content. Même si normalement vous devriez en avoir 50. Dans le genre, 5 c'est mieux que rien. Oui, c'est ça. C'est exactement ce discours-là, et qui est vraiment un discours d'une hypocrisie absolument invraisemblable, si vous voulez. Oui, vous voulez dire, écoutez, c'est mieux que 0, vous aurez 5 à 10 députés. Soyez contents. Et voilà, toutes les propositions relativement récentes autour de ça, enfin notamment de gens de LR ou du PS, etc., c'était cette idée. Jospin aussi avait été un grand des grands. Mais comment vous expliquez, alors Frédéric Ouvrillois, que même cette instillation, cette dose n'a jamais été faite, enfin jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, même Macron en a reparlé, il voulait le faire, mais ça n'a pas été fait. Absolument, mais Macron a dit qu'il voulait le faire cette fois-ci, il avait déjà dit en 2017, François Hollande avant lui, etc. etc. Effectivement, il y a une espèce de culture du mensonge, de culture de l'hypocrisie autour de cette question de la proportionnelle et du mode de scrutin, qui est liée au fond, comme vous le disiez à l'instant, il y a des intérêts très forts, ceux des grands partis installés, qui n'ont pas du tout envie qu'on remette en cause leur domination et qu'on permette aux autres, c'est-à-dire en fait au peuple, de s'exprimer véritablement. Oui, comme vous dites, que ce soit effectivement les parrainages, la proportionnelle. Mais alors, comment pourrait-on est-ce qu'il faut une insurrection populaire et de nouveaux gilets jaunes pour faire pression, pour effectivement avancer dans cette proportionnelle? Comment pourrait-on faire? Alors, concrètement, tout d'abord concrètement, je pense qu'il faut se fixer l'idée et le cap d'une proportionnelle intégrale. Il faut que ce soit sur l'ensemble. Effectivement, on peut poser la question tout à l'heure des modalités. Je vous parlais du seuil. Il faut que ce soit dans des circonscriptions régionales, c'est le plus pertinent. Une proportionnelle intégrale, c'est-à-dire que tous les sièges soient de députés, soit élus de cette manière-là. Et c'est pas la majorité qui emporte le tout, quoi. C'est pas la majorité qui emporte tout. Et alors, parmi les avantages également de la proportionnelle, c'est qu'au fond, on sait à quoi s'attendre. Si vous voulez, tout à l'heure, on parlait d'une espèce d'apax ou de miracle qu'il y a eu avec les 89 députés RN. C'est quelque chose qui, avec la proportionnelle, aurait très bien pu, enfin, on aurait pu s'attendre finalement au résultat. Et surtout, le miracle, c'est encore plus, je dirais, c'est la majorité relative. Depuis 2002 et 20 ans, depuis que les élections législatives suivent l'élection présidentielle, il n'y a plus jamais de majorité relative. Majorité absolue. Suivez le président. Vous avez élu le président, suivez-le. Alors, effectivement, avec la proportionnelle, on a des majorités relatives. Ça, c'est clair. Mais je pense, et je crois que beaucoup d'observateurs et de Français pensent comme moi, que la majorité relative, c'est très bien. Ça permet effectivement une discussion en permanence. Ça permet d'éviter quelqu'un qui, comme notre bien-aimé président lors du précédent quinquennat, semblait aller à toute vitesse à l'aveuglette dans le chemin qu'il avait lui-même déterminé, sans écouter pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir et voilà, on a effectivement un président qui peut faire un peu n'importe quoi. Avec la proportionnelle, on a effectivement des majorités relatives, mais des majorités qui permettent vraiment, effectivement, d'abord de refléter exactement l'opinion du pays, c'est quand même pas mal en démocratie, et d'autre part, qui permettent, au fond, un gouvernement peut-être plus modéré, plus réfléchi que celui qu'on a eu.
Alors, est-ce que vous dites que on n'a pas besoin de changer la Constitution pour ça, déjà? C'est déjà intéressant. Et en fait, il faudrait quoi? Il faudrait une loi votée par le Parlement pour instituer ou instaurer. C'est ça, il faut une loi votée par le Parlement. Maintenant, on peut espérer que avec les résultats des élections législatives, il y a quand même une majorité désormais au sein du Parlement de députés qui sont favorables à ce type de réforme. Au Sénat aussi, je crois que, puisque le Sénat est en majorité républicain, je pense qu'ils ne sont pas contre cela aussi. Oui, le Sénat est moins concerné directement puisque c'est quand même l'élection législative. Mais ça dépend. Mais la loi ne dépend que de l'Assemblée ou le Sénat. Ah non, c'est la procédure le Parlement législative classique. C'est le Parlement qui va se. C'est le va-et-vient, quoi. Absolument. Bon, maintenant, si vous voulez, on revient toujours à la même question. Est-ce que les députés qui ont été élus au scrutin majoritaire, même si par ailleurs ils sont intellectuellement et politiquement favorables à la proportionnelle, vont accepter ce que certains penseront être un genre de scier la branche sur laquelle on est assis, en quelque sorte. C'est ça, c'est-à-dire vous leur demandez de se suicider en douceur. Oui, mais ils ne se suicideront pas, parce que voilà... Le droit de mourir dans la dignité. Non, ça sera le droit de légiférer dans la dignité démocratique, ce qui sera peut-être pas mal, et ce qui changera un petit peu de l'habitude. Ouais. Et au fond, et je ne voudrais pas anticiper sur votre prochain livre, mais revenir sur les parrainages. Les parrainages, ça a été un scandale démocratique quand même. La levée de l'anonymat des parrainages. Oui, c'est un scandale démocratique. C'est-à-dire, en fait, ça relève tout à fait de la même logique, si vous voulez, que d'une part, la volonté de se crisper sur le scrutin majoritaire, et d'autre part, le fait, comme vous le disiez tout à l'heure très justement, de refuser absolument d'utiliser les procédures référendaires, alors qu'elles ont une très grande importance dans la Constitution. Tout ça, ça relève de la même logique, c'est-à-dire en fait de la domination d'une oligarchie, d'une classe politique. C'est extraordinaire. En fait, le peuple ne doit pas s'exprimer. Le peuple ne doit pas trop s'exprimer. Il doit s'exprimer de telle sorte que dans les limites du raisonnable, du convenable, on va dire. Convenable, voilà. Non, parce que regardez, c'est le titre de vos bouquins. On a vu ce qui s'est passé avec les parrainages. Bien sûr. On voit ce qui se passe avec la proportionnelle, tout le monde en parle, mais surtout on ne le fait pas. Et enfin, le référendum, qui est votre prochain livre, 2005, vous savez que, et vous le savez aussi bien que moi, ça a marqué les esprits. Beaucoup d'abstentionnistes, pas tous, c'est arrivé de 2005. Il dit, regardez, on vote à 55% pour un référendum sur la Constitution européenne, il s'assoit dessus 2 ans plus tard avec le traité de Lisbonne. Absolument, mais c'est effectivement un véritable scandale. Mais si vous voulez, effectivement, en fait, il y a une espèce de virage oligarchique qui a été pris par la Ve République après le départ du général de Gaulle et puis surtout après la mort de Pompidou en 1974, avec l'arrivée de Giscard au pouvoir. Et c'est Giscard qui, pour une bonne part, et si vous voulez, est responsable de ça. Hein. Donc, on a effectivement... Vous dites que ça a c'est l'héritage de Giscard. Le tournant oligarchique a commencé avec Giscard. Absolument. Et de ce point de vue-là, il est absolument évident que Emmanuel Macron est l'héritier incontestable du président Giscard d'Estaing. Et de ce point de vue, donc, la technocratie a peut-être encore de beaux jours devant elle. Parce qu'on ne voit pas, c'est vrai, comment, si vous voulez, les gens qui vivent de ce système ne vont pas être les premiers à vouloir le démolir. Mais peut-être que de nouveaux gilets jaunes vont sortir, et peut-être que cette fois-ci, avec les nouvelles majorités qu'il y aura à l'Assemblée nationale, peut-être qu'enfin, on va pouvoir en sortir. Et s'il y a de nouvelles manifestations gilets jaunes, je sais que vous, Frédéric Ouvillois avec Christophe Boutin, vous n'aurez pas seulement le RIC, le référendum, mais la proportionnelle intégrale sur vos affiches. Absolument. Merci en tout cas. Et lisez ce livre parce qu'il vous informera. La proportionnelle ou comment rendre la parole au peuple, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie. Vous l'avez coécrit avec Christophe Boutin. Merci beaucoup Frédéric Rouvillois. Et tout de suite, la culture dans tous ses états. André Berkoff avec Céline Alonso. Une émission spéciale sur les agents secrets du général de Gaulle. Qui étaient ces agents secrets de la France libre, avec Vladimir Trouplin, conservateur du musée de l'Ordre de la Libération. Merci à tous. Restez avec nous sur Sud Radio.